Puis il considère le deuxième quadrant, donc l'après-midi, quand le soleil descend vers le couchant. Le troisième quadrant et le quatrième. Si nous comparons la durée de la vie de l'homme aux quatre quadrants, ils vous diront toujours, et ça c'est classique, hein, même si on n'est pas sidéraliste comme je le suis, même si nous ne comptons pas les maisons comme nous les comptons, mais nous y venons immédiatement, ils vous diront, ce premier quadrant, c'est ça le premier, c'est pas ici, le premier quadrant c'est l'enfance. Le deuxième, c'est le jeune adulte. Le troisième, c'est l'âge mûr. Et le quatrième, la dernière partie de la vie. Dans la pratique, on peut dire que l'âge mûr est ici, le jeune adulte est ici, je viens de le dire, et ce quatrième quadrant, qui pour beaucoup correspond aux maisons 1, 2, 3, en réalité pour nous, ils sont 2, puisque c'est la fin. Nous dirons à partir de la retraite pour l'homme, si vous voulez, grosso modo, et de la femme à partir de la ménopause. Mais vous pouvez voir, ces règles-là sont importantissimes, et pile en cours d'une consultation, si vous faites un bon examen des influences prépondérantes que l'on donne pour quelqu'un qui a la majorité des planètes vers l'Orient, un Cancer, vers l'Occident, toujours les contacts, une nécessité de contact avec le public. Si c'est au-dessus de l'horizon, toujours la vie sociale, professionnelle qui prédomine, et sinon l'introspection, la formulation, l'interprétation. Bon, mais passons. Donc, au sujet de la valeur des anges, je signalerai tout de suite les travaux de Gauquelin qui nous font remarquer que sur 32 000 pères de parents et enfants, oui, au moins. Oui. Vous avez donc l'ascendant et le milieu du ciel. Donc Gauquelin a fait des statistiques et il s'est aperçu qu'il y avait une recrudescence de mêmes planètes ici et là. C'est le milieu du ciel, bien entendu. Une très nette recrudescence des mêmes planètes entre parents et enfants. La même chose avec ces sportifs, n'est-ce pas? Avec les sportifs, il trouvera Marx. Avec les écrivains La Lune, l'imagination, avec les hommes de théâtre et les politiciens, excusez-moi, vous avez raison, Jupiter, on est bien d'accord, et etc., etc. Donc ce sont ces hommes aussi. Et justement, tandis que vous parliez tout à l'heure, je disais, bah oui, c'est un tir de maison, c'est la division en 36, c'est tout simplement une maison divisée en 3 qui donne en 36. Parce que vous avez une reconnaissance ici, bien entendu. Donc, valorisation des anges, bien entendu, ça a été fait par Gauquelin sur des dizaines et des dizaines de milliers de cas. Et ce ne sont pas les angles qu'on attend. Ce ne sont pas les angles qu'on attend généralement en astrologie. Généralement, on attend angle plutôt la partie maison après le milieu du ciel. Enfin, qu'est-ce que vous appelez après le milieu du ciel? Je veux dire que souvent, ce que les astrologues, il y a angle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux théories d'angularité qui ne coïncident pas. C'est-à-dire que les astrologues sont tous d'accord sur le fait que l'angularité est importante, sauf qu'ils ne mettent pas les angles au même endroit. Il y en a qui les mettent avant, qui le mettent à droite du MC, l'autre qui le mettent à gauche du MC, il y en a qui le mettent au-dessus de l'ascendant, l'autre qui le mettent en dessous de l'ascendant. Dans chaque cas, ça dépend dans quel sens. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, quand on compte dans un sens ou dans l'autre, les angles sont ici. Ils sont ici pour tous les astrologues. Enfin, bon. Gauquelin et Léon Lasson, avant lui, a remarqué, n'est-ce pas, cette recrudescence ici. Il a donné dans son livre des dizaines, des centaines de data
avec l'heure de généraux, de sportifs, etc., d'écrivains, d'artistes, enfin. Et vous avez une reconnaissance ici et là. Justement. Bon, on en vient. On en vient, justement. Vous avez, les anciens vous disent, l'enfant, jeune adulte, la force de l'âge, la vieillesse, il compte toujours, quand il se réfère aux angles et aux quadrants, il compte toujours dans ce sens-là. Dans les deux sens. Et nous, que nous appelions Léon Lassan, ou Beauclin, ou moi-même, nous nous apercevons en effet que les recrudescences sont à partir des angles, à condition de compter dans ce sens-là. Or, on demande les maisons. Lasson a continué à numéroter les maisons dans Dans le ce sens sens. inverse. Je sais, là, je sais très bien. Non, mais je le dis pour parce que Oui, d'accord. moi je n'ai pas. On peut signaler que Lasson a eu un prédécesseur, puisqu'il y a une histoire de l'astrologie américaine qui est d'ailleurs couramment en vente, dans laquelle il y a un thème de Charles VII. Et dans ce thème de Charles VII, les maisons sont numérotées avec la maison 1 au-dessus de l'horizon. Il y a d'ailleurs. Bien qu'elle tourne dans le sens. Déjà, Ptolémée disait il faut commencer 10 degrés au-dessus. Au-dessus de l'horizon. Regardez, Oui, déjà. justement. On a toujours des prédécesseurs. Donc je vais simplement dire que Léon Lasson a gardé, il a décalé les maisons d'un cran, mais il a gardé la signification des maisons, il a gardé les 12 maisons, alors que, et le sens surtout des maisons, alors que pour moi les maisons n'existent pas, et que quand je divise un secteur pour des raisons statistiques, je divise dans l'autre sens. Je voulais que ce soit simplement dit, Dans le même sens que Jacques Dorsan, finalement. dans le même sens que Jacques Dorsan, Oui, en disant que les maisons à la n'existent différence que lui considère que les maisons ont un sens. Ah oui, le mot sens dans les deux, vous utilisez le mot sens en J'en reviens à ma définition de tout à l'heure. Les maisons sont pour signe ce que la journée est à l'année. Je suppose, quand on a parlé tout à l'heure, il y a une dame qui a dit les maisons, faisant allusion des maisons et de Ptolémée. Je suis désolé, mais il n'y a pas de trace des maisons dans Ptolémée. Et à vrai dire, on ne connaît pas très bien le départ des maisons. Lorsque dans Ptolémée, il est question de la maison de Jupiter, il est question du signe. Maison veut dire signe à ce moment-là, c'est le cancer, son signe d'exaltation. Chez Morin aussi. C'est le domicile. Voilà, c'est ça, c'est sa maison, son domicile. Mais simplement, il est tout de même question des maisons chez Ptolémée. Il n'est pas question des 12 maisons, il en parle incidemment, mais il en prend même question des maisons chez Ptolémée, sans vouloir faire de pédanterie. Il faut tout de même dire qu'il y a un décalage qui est de 5 degrés plutôt que 10 d'ailleurs. Bon. Et qu'ensuite, lorsqu'on dit maison égale à propos de Ptolémée, il n'a absolument aucun mérite. Bon, il ne parle que de quelques maisons, mais enfin, on peut extrapoler et dire que c'est valable pour les autres. Il n'a aucun mérite à ce qu'elles soient égales, étant donné qu'il les compte sur l'équateur. Dans le sens indiqué, là, lorsqu'il parle de maison, c'est un mot qui signifie signe. Non. Pas dans ce contexte. Non, c'est différent. Il y a un passage de la Tétrabible où il parle véritablement des maisons. Non, C'est exact. Et dans l'Almageste, alors qu'évidemment on ignore très fâcheusement, on trouve confirmation de la manière dont précisément il les calcule. Oui, mais alors justement, le problème, c'est que l'Almageste, c'est l'œuvre astronomique de Ptolémée, etc. Et les maisons, avant d'être un système astrologique, étaient un système astronomique. Alors, Ptolémée connaissait peut-être les maisons en tant qu'astronome comme structure de localisation astronomique, mais il ne jugeait peut-être pas bon de les utiliser astrologiquement. S'il les utilise astrologiquement. Enfin, en tout cas, le problème... Il en utilise certaines astrologiquement. Mais en tout cas, dans la Tétrabible, il y a un passage, mais incidemment, voilà, incidemment, mais enfin, On peut supposer qu'en effet, il est utilisé. Non, parce qu'il faut dire, c'est que les maisons égales, bon, c'est Firmicus Maternus, les maisons égales. Le Vaudou, c'est quoi ici? Pour faire vraiment pédant, c'est-à-dire que nous appelons les maisons égales. C'est Firmicus Maternus. Et puis avant Ptolémée, il y a Manilius. Mais monsieur Dorsan a raison en ce qu'effectivement, il y a une curieuse confusion qui règne dans les traités d'astrologie, à savoir qu'on utilise le mot maison dans deux
Oui. Enfin, là, vous parlez de traduction du XVIIe siècle. Vous pouvez vérifier au niveau du texte grec. Mais on emploie, au XVIIe siècle, ça ne gênait personne. On employait le même mot maison pour désigner la maison d'une planète dans son signe et pour désigner le mouvement du vent. Alors, ça montre que les astrologues regardaient d'après le contexte. D'ailleurs, on l'a remplacé par domicile, maison, domicile. Mais à une époque, on disait la maison de la Lune est en cancer. Moi, j'aimerais quand même poser une question, puisque vous êtes tous astrologues convaincus, à commencer par Jacques Dorsor et Marie Delclos, et peu importe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison? Pourquoi il y a 12 maisons? Pourquoi ces sens qui sont si précis et qui prêtent à sourire? C'est tout simplement l'analogie entre le jour et l'année. Donc l'analogie... Pourquoi la deuxième maison c'est les richesses? Pourquoi la deuxième maison c'est les gains? Et pourquoi la 11e maison c'est les amis? Et le taureau. Parce que dès qu'on est réveillé, l'empire... Mais le taureau, c'est l'agriculture. Oui, mais si la statistique... C'est la base des gains. De quoi se nourrir. Si on fait une statistique sur des gens qui gagnent beaucoup d'argent et il n'y a rien qui se passe spécialement dans les maisons... La terre n'est pas que l'argent, tout de même. Non, mais comment a-t-on fait? Moi, ce qui m'intéresse... Non mais écoutez, La principale caractéristique... Levez la main ceux qui sont pour le système traditionnel, c'est-à-dire dans le sens astrologique, les maisons, moi je regarde les maisons, je vous laisse les planètes. quels sont Vous faites une interprétation sans quels sont planète, ceux rien qu'avec les maisons. qui suivent Jacques Dorsan? Alors, attendez, quels sont ceux qui... pourquoi? Est-ce que qu'est-ce que vous voulez savoir? Conseil sur la mystère? Bon, et alors, les autres, vous suivez aussi? Vous parliez taureau, maison 2, argent. Je voulais juste faire un petit... le grenier, c'est un peu le thème central du colloque, c'est un peu la préoccupation Oui, centrale du mais alors colloque. justement, moi, si vous voulez, puisque je suis ici, alors il faut bien que je passe, je mon rôle de scorpion, puisque j'ai été traité de plusieurs fois de vilain scorpion par d'autres astrologues. Alors, je veux dire, mon problème est très simple, je pose la question bête, comment peut-on savoir, et comment a-t-on pu savoir, par exemple, qu'un Jupiter en deuxième maison bien aspecté, alors, que ce soit par la méthode Jacques Dorsan ou par la méthode traditionnelle qu'on lit dans presque tous les livres. Mais l'expérience. Enfin, moi, je constate malgré tout que la façon dont on a répondu à M. Coquelin n'est pas très sérieuse. D'abord, vraiment, il y a des gens qui disent mais c'est évident. Donc déjà, si quelqu'un pose une question et que vous lui répondez c'est évident, c'est que vous le prenez pour un imbécile. Bon, non mais je veux dire que une question aussi importante ne peut pas être répliquée comme ça par une pirouette. Alors je voudrais demander à monsieur... L'expérience, c'est un peu la... Si elle est controuvée par la statistique, c'est la statistique. D'accord, c'est pas le problème de la théorie bon, avec la différence, je voudrais, monsieur Blanchet, vous qui appartenez à une école qui cherche une certaine rigueur et une certaine systématique dans ses explications, qu'est-ce que vous répondez à la question de monsieur Coquelin? C'est compliqué, enfin bon, c'est pas là-dessus que je vais intervenir, c'est vraiment que je vais intervenir et c'est plus l'actualité. Mais c'est vrai que pour l'heure, nos connaissances actuelles, selon moi, bon, le discours traditionnel sur les maisons, je suis d'accord avec M. Coquelin, il prête à sourire. Quand on connaît l'homme comme on le connaît aujourd'hui, dire qu'il y a un secteur qui est pour l'argent ou les possessions matérielles, un qui est pour les amis, un pour la famille, l'homme ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas sectorisé, l'homme. Voilà. Brutalement. Voilà. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est un élément de réponse qui mérite réflexion. Moi. Une affirmation gratuite. Non, non, que dire que l'homme n'est pas sectorisé, je suis désolé. Je veux dire, par exemple, si vous naissez avec Saturne à l'ascendant, vous aurez une attitude vis-à-vis du fric qui sera saturnienne, vous avez des amis qui seront saturniennes, vis-à-vis du métier. Quand même, Michel Coquelin trouve la planète à l'ascendant significative pour la profession. Et aux descendants, au fond du ciel aussi. Il faut en tenir compte. Parce qu'on cite Coquelin dans nos bouquins, parce qu'on dit, l'astrologie ça marche,
mais il envoie chier les 9/10 de l'astrologie. Il est le premier à le dire. En particulier, quand même, une planète en 4 serait aussi significative pour la profession qu'en 7. En 1, aussi significatif pour la profession qu'en 10, ce qui pose des sacrés problèmes quand la maison 10 est professionnelle et a un ascendant. Mais ma question pour Michel Geuclin était autre, mais elle est un peu décalée maintenant, c'est précisément vis-à-vis de ce décalage des maisons. Est-ce que vous avez fait d'autres études statistiques que sur les naissances, je crois, et ce décalage, est-ce que les angularités, pour étudier d'autres événements que la naissance, étaient vérifiées ou est-ce qu'ils ne l'étaient pas? J'ai pas fait tellement d'autres recherches que la naissance. J'ai fait quelques recherches sur le début des douleurs. Oui. Et sur l'heure de la mort. J'ai comparé, par exemple, le moment de naissance avec le moment de mort. Et l'hypothèse était la même que celle que Jacques Dorson a soulevée pour l'hérédité planétaire. La question est, si vous êtes né avec un Jupiter levant ou culminant, avez-vous plus de chances de mourir naturellement, d'un infarctus par exemple, avec un Jupiter levant ou culminant statistiquement? Oui. Et dans mon bouquin L'hérédité planétaire qui est paru il y a fort longtemps, qui va sortir en anglais un jour prochain, j'ai fait une statistique où j'ai montré qu'il y avait un léger effet, mais qu'il faudrait le répéter. J'ai fait ça sur près de 5000 comparaisons. À ce moment-là, vous n'aviez plus ce décalage. Il existait, si, c'est-à-dire, mettons, pour parler en langage astrologique, si vous étiez né, quand vous êtes né avec un Jupiter en 12, vous avez, mais c'est à confirmer, pour l'instant c'est marginalement significatif, plus de chances de mourir avec un Jupiter en 12 ou en 9. Les deux étant ayant le même... Dans le moment de la journée. Docteur de Boisson. En ce qui concerne l'heure de la mort, c'est un sujet qui me fascine et je suis en train de mettre des points statistiques aussi sur ce sujet. J'ai cru constater, mais c'est seulement sur des centaines de cas comme ça, j'ai particulier qui trouve leur sens, que l'heure de la mort était clairement indiquée par la planète maîtresse de 8. La place horaire de la planète maîtresse de 8 correspondait pour les cas où l'heure de la mort est connue avec une précision suffisante, pratiquement bonne à moins d'une demi. J'espère que vous n'attendez pas que M. Gauclin soit d'accord avec vous. Non, mais si, non, c'est simplement constaté ça. Je n'ai pas à être d'accord, Je pense qu'il y a une planète dominante qui se trouve en 8. Si, non, c'est vraiment la planète maîtresse. La planète dans 8 donne des circonstances que je n'ai pas Il y a une dominante. C'est la 8 de quel système? La 8 du système traditionnel. Monsieur Claudel, on pourrait faire avec ça. il y a une chose qui me... Ou la planète maîtresse de la Non, la planète maîtresse ici sur la pointe de la 8 traditionnelle. Il n'y a pas la 8 pour vous, monsieur Docteur. Alors, moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné. Si on regarde, par exemple, 3, 9, 6, 12, ce sont des axes mentaux. C'est l'esprit, c'est l'intellectualisme. Tout de même, je trouve que l'instinct, parce que 1, 7, 4, 10, c'est l'instinct. C'est l'instinct de l'homme. Je trouve tout de même que l'esprit, l'intellect, est bien supérieur à l'instinct. De quel système Non, parlez-vous? Non, c'est pas dimensionnel. Les angulaires, les succédentes, les cadences. Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, n'a pas de planète dans les Non, je crois que c'est une question importante qu'on a escamotée. Alors, prenez la réponse à votre question. Que se passe-t-il, par exemple, quand des gens naissent avec un Mars qui n'est pas dans les secteurs qu'on les appelle comme on veut, après le lever et l'accumulation, par exemple? Eh bien, tout simplement, il se passe que ça correspond à un autre type de personnalité qui fait qu'on peut très bien réussir dans notre profession. Si vous êtes un champion de sport, il est préférable de naître avec un Mars, disons en 12 ou en 9. Mais si vous êtes un grand peintre, vous avez beaucoup plus de chance. Plus vous êtes un grand peintre, moins vous avez de chance de naître avec Mars. Au contraire, il est mieux que Mars soit en dehors des Andes, pour être un artiste. Oui, mais il vaudrait mieux qu'une autre planète soit forte. Pas forcément. Justement, l'absence de planète ne correspond pas à une absence d'influence. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un a son Mars en 5, il a donc une possibilité de créativité? Vous pensez que Michel-Ange n'avait pas une potentialité énorme de créativité? Et s'il avait Mars en 5, ça n'a rien à voir. L'effort peut être fait sur le plan physique et peut-être sur le plan intellectuel. Alors, je ne peux que répondre d'après mes expériences statistiques et sur les traits de caractère. Donc j'ai quand même réuni 50 000 traits de caractère.
et je les ai comparés avec les positions des planètes. Et je peux simplement dire que, pour prendre l'exemple de Mars, dans sa trajectoire à travers les 12 maisons, Mars a certaines zones que j'ai appelées dans la cosmopsychologie des zones plus, où Mars a une influence qui correspond à ses traits, qui sont les traits traditionnels d'ailleurs d'activité, de dynamisme, d'agressivité par exemple. Mais quand elle est en dehors de ces zones plus, c'est-à-dire à mi-chemin entre deux ans, en maison 5 par exemple, en maison 5 par exemple, mais pas simplement la maison 5, elle a aussi des qualités qui sont par exemple, au contraire, on a tendance, au lieu d'affronter la réalité comme un sportif ou un militaire, on la décrit comme un artiste, ou on l'interprète. Et si bien que, en fait, avoir un Mars qui n'est pas angulaire, c'est aussi avoir un Mars qui a une certaine signification. Car ceci ne ressort peut-être pas assez bien de mes bouquins, ni de mes statistiques, mais pour moi, il y a des zones d'influence qui passent par des zones qui sont caractéristiques d'une influence qui correspond à la planète, quand elles sont près des angles, mais ensuite, par exemple, moi j'ai un Saturne faible, et il est bien certain que je ne suis pas du tout introverti. Bon, on va bientôt passer à la dernière partie de la soirée, n'est-ce pas? J'aurais voulu faire une dernière intervention sur est-ce que le problème a été... Monsieur Pelletier là? Non, il est parti. Il est parti. Puisque le problème est une société dominante, je propose une réflexion, je propose une remarque à... Bon, alors, le dernier mot à monsieur. Je propose une remarque à la réflexion, à votre réflexion. Selon nous actuellement, dire que elle est dominante, ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte. Ça veut dire que votre réponse avec cette planète sera plus fréquente. Si vous avez un Saturne faible, les jours où vous doutez, où vous posez des questions, vous cherchez, vous doutez, vous vous posez des questions aussi fortement que celui qui a un Saturne fort, mais vous le faites plus rarement. C'est très juste. Et c'est très très important parce qu'il y a des tas de choses qui, à mon avis, ne sont pas assez profondément pensées, qui sont difficiles, qui ne le seraient pas si vous ne confondiez pas être dominante et pas être forte. Ces réponses fréquentes. Et on revient à la question de temps, sous l'angle de laquelle M. Leclin abordait l'astrologie. Le référentiel de l'astrologie, c'est le temps. Donc, une dominante, c'est un problème de fréquence et pas de force. Je voulais parler d'autre chose à propos de madame qui est médecin, qui fait des statistiques, et par exemple qui a dit tout à l'heure que les gens mouraient de préférence sous l'influence. Ce que je veux dire, c'est que Jacques Danson et moi-même, nous travaillons en sidéral et avec le système de maison inverse. C'est-à-dire que il faudrait aussi voir ce que ça donne, et dans le sidéral, et avec le système de maison, parce que le maître pour vous de la vie, même si on prend le système de maison, c'est encore un autre maître. Oui, mais ça prouve bien qu'en astrologie, il y a tellement de facteurs à considérer et que ça peut clocher à tellement d'endroits que je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire est-ce que ça roule ou est-ce que ça roule pas. Je veux dire, les mécaniciens devront regarder chaque pièce. Non, il faut tester vos systèmes. Non, il faut tellement être système des systèmes, il faut tester chaque pièce de chaque système. On n'a pas posé une question. Est-ce que les angles, l'ascendant se trouve limite de la maison ou au milieu de la maison? Voilà le début de la première maison pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Moi, d'après le magnétisme des corps célestes, la maison 1 se trouve au milieu et ça reprend la tradition des hindous, ça reprend d'autres traditions. Les cuspides des maisons se trouvent au milieu de la maison. Et c'est la raison pour laquelle que vous trouvez le maximum en maison 12 et en maison 9. Car en fait, ils sont en 10 et ils sont en 1. Et les trois quarts des ados viennent de signer en signe. Je ne sais pas ce que c'est que Il suffit de regarder le ciel. Vous avez, il vous faut regarder le ciel, et à ce moment-là, vous voyez que les astres solaires à l'est, au méridien, et descendent à l'ouest. Vous avez sur l'antenne 3 ou sur la 5, sur une des deux chaînes nationales, sur la 3 ou sur la 5, vous avez un dessin qui vous trompe continuellement.
et qui est très important pour considérer les maisons. Mais je ne veux pas oublier les deux choses que je voulais dire tout à l'heure. Elle vous dit, la gentille nana, le soleil se lève à 6 heures. Je faisais que se tromper pour ça, pour la météo. Et se couche à 18 heures. Vous avez vu ça? Mais c'est tout à fait faux. Vous ne voyez pas le soleil se lever sur votre droite à l'est, passer au méridien et se coucher sur votre gauche à l'ouest. Ils le disent à la TV, mais c'est faux. Nous sommes dans l'hémisphère nord. Et entre parenthèses, qu'il me soit permis de vous dire que j'ai vécu et exercé l'astrologie pendant 15 ans en hémisphère sud, pas seulement en hémisphère sud, et que j'ai ouvert l'œil. Donc, les astrologues, à juste titre, lorsqu'ils tiennent leur carte du ciel, nous sommes encore une fois en hémisphère nord. Ils tiennent leur carte du ciel en mettant l'ascendant à gauche. En effet, puisque nous ne sommes pas sur l'équateur, le soleil à midi, il sera devant vous. À tel point qu'en langue française, je ne vais rien vous apprendre, sud et midi sont deux mots synonymes. Mais précisément, si vous regardez le sud, l'est est à droite et l'ouest à gauche. On vous apprend ça sur la carte géographique. Non mais ça ne veut rien dire droite-gauche. Oui, d'accord. Au bas, on ne peut pas faire absolument. L'est à droite, c'est sur votre carte géographique, mais là, nous sommes dans un monde de 3 dimensions, et puisque nous sommes dans l'hémisphère nord, le soleil se lève sur votre gauche. Si vous regardez... Vous regardez de l'autre côté. Oui, mais à ce moment-là, vous ne savez pas le soleil droit. Parce que le soleil à midi sera derrière. Ça dépend quoi. Mais les anciens faisaient comme ça, hein. Oui. Ils parlaient de la gauche et de la droite, les anciens. Oui, mais justement, on a démontré avec M. Gobelin que le concept d'espace, pour ce qui est des maisons, était invalide, parce que le point le plus haut du ciel, c'était pas le milieu du ciel, mais le point à 90 degrés de l'ascendant, parce que Pluton peut être beaucoup plus haut qu'elle va être au milieu du ciel, alors qu'il va être à la pointe de la 12, le concept d'espace ne tient pas en astrologie. C'est tout. C'est un concept Le qui milieu n'est du pas ciel fiable. n'est pas le point le plus haut, le milieu Et du quant ciel, à droite c'est gauche, le point n'en parlons pas. écliptique le Alors plus là, haut. on tombe dans... Entendons-nous. Que vous considériez les quadrants comme les anciens, ou que vous regardiez le ciel, que ce soit le soleil ou un autre corps, vous le voyez, si vous voulez vous tourner, si nous sommes dans l'hémisphère nord et que vous voulez voir le soleil à midi devant vous, vous devez considérer que le soleil se lève à votre gauche. Il y a une question. Je déroule dans ce sens. Il y a une question là-bas. Vous êtes là demain, oui, parce que les personnes dans les abonnés, je crois que vous les je ne cherche pas, parce que c'est ça dans les ateliers que je suis écrit, avec ma sphère. Même ces questions-là, on les a bien étudiées. Les anciens astrologues étaient non. Demain, à cause d'hier. Moi, l'idée, si vous voulez. Oui, mais enfin, vous montrez les thèmes avec des éphémérides qui sont calculés avec les lois de Newton, etc. Je suis désolé. Un point de repère, un guide n'est pas le même. Non, c'est pas un point de repère. Je sais que Newton a découvert les lois du karma en trouvant les lois de la gravitation. Non, mais avec quoi vous calculez les thèmes? Avec des éphémérides qui sont établis par des ordinateurs, programmés sur les lois de Newton, c'est mon boulot. Il ne faut pas rêver, je veux dire, on parle même de corps céleste. Ou alors, on n'utilise pas d'éphémérides. Ou alors, on fait des médiums et on dit... Oui, mais regardez, Bernard, vous avez l'éolière Loger pour faire symboliser les planètes, qui n'a rien d'astrologique. Est-ce que vous vous rendez compte combien de pourcentage, quel est le pourcentage d'astrologues qui se rendent compte que la deuxième maison, c'est le secteur que le soleil traverse entre 2h et 4h du matin.
À moins que vous ne soyez dans un 4 étoiles de luxe qui est une profession convenable, vous n'avez pas une activité très rémunératrice entre 2h et 4h du matin. Par contre, si vous considérez les maisons dans ce sens, le soleil se lève ici, le premier tiers de la matinée, vous vous préparez, vous prenez votre petit déjeuner, le deuxième tiers de la matinée est celui qui sera le plus actif de la vie de travail. Car vous avez ici les deux tiers, ce premier tiers, vous vous levez, vous faites votre toilette, vous prenez le petit déjeuner, vous avez ici ces deux tiers-là dans la matinée pour travailler. Et ce qui correspond à la maison 2, quand vous la considérez dans ce sens-ci, si vous considérez les maisons dans ce sens-ci, la maison 2 correspond à la première partie effective de travail où vous avez eu tout le repos de la nuit, c'est en somme le début de la journée active. Et on pourrait continuer ainsi, mais ce n'est pas le but de ce soir, où vous pouvez voir le rapport qu'il y a entre les maisons et les signes et le déroulement dans le sens qui nous est imposé par la cosmographie. Mais si vous prenez le sens du zodiaque, la maison 2 correspond à ce moment-là, est en analogie avec le signe du taureau, et on retrouve très bien la symbolique du gain, de la matérialité. Si vous prenez la maison 2 dans le sens des signes du zodiaque, elle se retrouve en analogie avec le signe du taureau, qui représente effectivement, ou qui est en analogie avec tout ce qui représente le gain, la matérialité, etc. etc. Enfin, mais la journée est plus en analogie avec l'année. C'est votre point de vue, mais je ne le partage pas, mais vous avez le droit de... Non, mais on va parler largement de ces problèmes de signification des maisons. Ce soir, on ne parle en aucune façon des significations des maisons. On parle de des valorisations. La valorisation des angles, et je continue avec ceci, ce qui m'a amené à considérer le déroulement des maisons dans le sens contraire à celui de la succession des signes, c'est parce que ça m'est imposé par l'histoire, j'en ai parlé avec les 4 quadrants, par la logique, par la cosmographie, et également par un certain nombre d'horoscopes avec Soleil, conjonction Mars, soit au-dessus de l'horizon, soit au-dessous de l'horizon. Vous pouvez éviter d'employer la maison 1 ou la maison 2. Et si vous regardez les textes, n'est-ce pas, si le Soleil et Mars sont ici, vous allez les considérer en 12e maison, en général des accidents, ou enfin souvent. Tandis que si vous les considérez ici, en maison 1, vous devriez avoir une personne active, n'est-ce pas, énergique et volontaire. Soleil, c'est la volonté, Mars, c'est l'action. Lorsque les deux sont réunis ou harmonieusement réunis, dans le cas présent, je parle de conjonction, on ne va pas discuter si la conjonction est bénéfique ou bénéfique, mais vous avez des gens très actifs. Or, j'ai remarqué, j'ai remarqué que les personnes qui ont Soleil et Mars au-dessus de l'horizon, qui viennent de se lever, vous avez des personnes très actives et vous rejoignez à ce moment, encore une fois, les statistiques de Gauquelin. Tandis que si vous l'avez ici, n'est-ce pas, vous les mettez en maison 1, moi je les considère en maison 2, on la trouve souvent chez des actions. Et ainsi avec vous. D'accord, alors nous interrompons le débat. Je vous l'incite là-dessus, parce qu'il s'agit de la valorisation des arbres. Non, mais ce problème de la valorisation de la force des maisons, nous allons le reprendre. Alors je voudrais que nous passions à la 3e partie de cette première journée, qui concerne, parce qu'en fait, il y a eu un petit changement de programme, enfin, qui n'a pas été répercuté sur le dernier programme. C'est le problème qui est la base de la théorie des maisons, c'est le problème de l'ordre de naissance. Parce qu'en fait, si on ne se connaît pas bien l'ordre de naissance, on ne peut pas construire de thème correct, et à ce moment-là, on est obligé d'inventer des systèmes de substitution, comme va nous parler par exemple Philippe Vildé, le problème des maisons solaires, le problème des thèmes modaux, etc. Enfin, il y a des thèmes de substitution qui vont, ou le thème horaire, qui vont justement pallier la question de l'ignorance de l'ordre de naissance. Alors je demande à M. Gauquelin, et cette quête de l'ordre de naissance, qui est finalement à la base de toute cette architecture des maisons, il semble bien, d'une certaine manière, qu'elle ne soit pas toujours menée de façon tout à fait systématique. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'outils de travail concernant les heures de naissance, d'un maximum de personnalité. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, les travaux de Michel Gauquelin aboutissent d'ailleurs à mettre en cause
même les dates et les ordres de naissance obtenus depuis une quarantaine d'années, qui ne correspondraient plus qui ne correspondraient plus statistiquement. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 40 ans, les gens ne naissent plus tout à fait à une heure qui est pertinente sur le plan des recherches statistiques. Alors, je voudrais que donc Michel Gauquelin aborde ce problème qui est encore plus sous-jacent à toutes nos discussions, c'est le problème de la connaissance et de la portée de la connaissance de cette heure de naissance et de la recherche de cette heure de naissance. Vous parliez de quête, Jacques. Alors moi, je ferais bien la quête, justement, pour avoir des sous pour récolter les heures de naissance. C'est vraiment la quête qu'on devrait faire. Non, là, c'est une vaste question, mais on peut la diviser en deux. Il y a d'abord la récolte des données de naissance, mais qui intéresse surtout le statisticien. Le praticien, un client vient le voir et lui donne son heure de naissance. Et la deuxième question, qui est liée à la première, c'est quelle est la qualité, quelle est la valeur de cette heure de naissance. Par exemple, quelqu'un vient voir un astrologue et lui dit « je suis né à 6 heures du matin ». Typique. Alors, oh oui, je suis né, ma mère m'a dit que j'ai empêché les gens de manger, je suis né à midi. Et puis, alors, dans ces cas-là, mon expérience, qui n'est pas celle d'un clinicien, mais qui est celle d'un statisticien, c'est qu'il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit. Il faut demander l'extrait de naissance et petit b, l'extrait de naissance peut lui-même comporter des erreurs. Petit c, on peut vous donner, bien que l'extrait de naissance, bien que l'acte de naissance comporte une heure juste, la personne qui vous répond peut vous envoyer l'heure de déclaration de l'acte, ou bien inventer quelque chose, ou mettre une heure du matin ou une heure du soir, etc. Donc il y a disons, la validité de l'heure de naissance est un point qui, à mon avis, nous rejoint astrologue ou statisticien, parce que c'est très important. Et j'ai fait des études en comparant les heures de naissance que m'ont donné des amis ou des gens de ma famille avec ce qu'il y avait à l'état civil, et vraiment les différences sont extrêmement fréquentes et quelquefois considérables. Et on peut dire qu'il y a de fortes chances que dans la plupart des cas, le renseignement d'état civil est celui qui est juste, il y a une grosse différence. Parce que d'abord, en France, la loi veut qu'on déclare dans les 3 jours, ce qui fait tout de même un délai court. Et d'autre part, surtout dans les naissances relativement récentes, la précision est assez bonne. Si bien que quand on vous dit je suis né à midi parce que ma mère m'a dit que j'avais empêché les gens de déjeuner, mais qu'on a à l'état civil par exemple 15h45, c'est exactement le cas de ma mère, eh bien je suis persuadé que dans ce cas-là, il vaut mieux prendre 15h45. Donc, en tant que praticien astrologue ou chercheur en astrologie, ne croyez pas ce que l'on vous dit, demandez l'extrait, surtout qu'en France, demandez à la personne de demander son extrait de naissance ou simplement l'heure de la naissance. Et alors, ça n'empêche pas que dans certains cas, et malheureusement plus ça va, je ne sais pas si c'est lié à une dégradation des mœurs, mais il est certain que maintenant, les employés d'état civil sont relativement moins consciencieux qu'ils étaient, et ils commettent des erreurs, si bien qu'il est quelquefois nécessaire de demander plusieurs fois. Je sais que par exemple, Jean-Paul Sartre était dîné à 15h45, d'après un livre d'André Barbeau, de renseignement personnel. Non, mais certainement c'était un renseignement personnel. À l'état civil, je l'ai demandé après avoir trouvé l'arrondissement de Paris, parce que comme il y en a 20, on va passer et on m'a donné 6h45. Alors je me disais, c'est pas la même chose. Et puis dernièrement, il n'y a pas encore très longtemps, quelqu'un m'a dit, mais vous êtes complètement fichu dedans, il est né à 18h45. Parce que comme c'était en 1905, je crois que les gens comme ça, on était du matin ou du soir. La personne n'avait pas été jusqu'à lire du soir. Surtout dans le midi. Claudel racontait qu'il était né le jour de Pâques lorsque les cloches sonnaient à midi. En fait, c'est 3 jours plus tôt. De Gaulle disait, je suis né à midi comme Bélisande.
Il était à 4 h du matin, ce qui fait que Bogdan avait peut-être à midi, où son thème en était plus puissant. Je vais vous poser une question. Michel, est-ce que vous permettez, si c'est pas le sujet de com, je crois que ça l'est quand même. J'ai été très frappé tout à l'heure qu'on est un petit peu escamoté, qu'il n'y ait pas attaché peut-être assez d'importance à l'échange qui a eu lieu entre l'intervenant, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, ici à ma droite, et Bernard Blanchet. Et je voudrais simplement dire, et on va pas engager la discussion là-dessus, mais ce qui m'a frappé, c'est que, bon, chacun avait raison, bien sûr, mais en fait, ça veut dire que l'astrologie n'est pas nécessairement celle que nous pratiquons et celle dont nous parlons, qu'il pourrait y en avoir d'autres, qu'il y en a d'autres, et qu'on peut les associer. C'est-à-dire que, vous avez intitulé le colloque La raison des maisons. Mais la raison de leur naissance, la raison de l'horoscope, la raison de l'horoscope individuel, la raison de l'individualisation de l'astrologie, la raison de la référence au réel astronomique. Et finalement, je crois qu'il y a en effet beaucoup d'autres astrologies qui sont possibles. Et que ça aurait pu, ailleurs, et à une autre époque, en Occident, plus ou moins hellénistique, et à partir du 5e siècle, à peu près avant, c'est un moment où on commence à découvrir la valeur de la personne humaine. Bon, ça aurait pu évoluer autrement, non? Non, mais quand je dis... Alors, non, mais alors, si vous voulez, je me permettais simplement ça, parce qu'on parlait de naissance, et qu'il me semble que cet échange, je ne sais pas ce qu'en pense Bernard Blanchet, mais ça veut dire qu'il a raison, mais ça veut dire que, non, ça veut dire, que j'ai raison aussi. Effectivement, je veux dire... C'est des professions de foi dans ces... Mon maître Jean-Pierre Nicolas, pour prendre tout le monde comme ça, là on est tranquille, a dit qu'on pouvait faire de l'astrologie sans dresser de thème. Mais si on dresse un thème, on fait référence au corps céleste avec les lois de la gravitation, voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, il ne faut pas monter un thème et dire il ne faut pas regarder le ciel. Là, il y a une contradiction interne. Mais on peut très bien, ou au moins... Non, mais peu importe. Non, je suis désolé, monsieur, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi je considère qu'on ne peut pas sortir du code. Parce que, ou bien on aborde un problème en profondeur. Écoutez, ou bien on aborde un problème en profondeur, c'est-à-dire qu'on revient sur ce problème, on le dépiote dans tous les sens, comme tous les problèmes qu'on a abordés et qu'on a fait qu'esquisser, ou bien alors on lance comme ça des formules, on va parler pendant 2 minutes, et finalement on est en formule, on va laisser terminer. Mais on a fait moi je pense en formule, et bon, moi je ne pouvais pas savoir si j'allais... De toute façon, je considère que ça n'est pas, ça ne fait pas partie du centre du colloque, alors c'est comme ça, vous pouvez discuter. Mais écoutez, ça fait pas... Vous savez, on arrive très facilement à savoir ce que les gens veulent dire. Alors, excusez-moi, c'est moi qui suis responsable. Simplement, j'ai été amené à faire cette remarque à propos de l'ordre des gens. Je voulais simplement... Mais ce n'est pas du tout mon intention d'engager une discussion. Non, mais ce n'est pas une question d'accord ou désaccord, c'est une question de méthode de travail, c'est tout. Alors, bon, monsieur, on reste donc au niveau. Vous savez, l'astrologue moyen a tendance à déborder dans tous les sens et dans toutes les directions. Bon, alors je suis obligé de contrer cette tendance. Non, mais non. Le problème, je crois d'ailleurs que là, il n'y a pas tellement je pense qu'il n'y aura pas tellement de débat sur ce point, parce que tous les vous êtes tout à fait d'accord, votre pratique vous montre que les heures que l'on vient vous donner sont quelques modifications, mais qu'il faut en rester très prudent. Qu'est-ce que vous pensez de ces on va dire sensible, parce que vous parliez tout à l'heure de l'horoscope de Gaulle. J'ai 2 extraits de naissance de Gaulle. Moi je l'ai lu là. Je l'ai lu à l'époque. Moi je l'ai fait lire, j'ai des amis qui ont été à la mairie d'Île-de-France à cause de cela. Quand on a de l'enseignement tellement contradictoire, qu'est-ce que vous avez dit? En 1941-42, donc il est devant assez vite, je ne voulais pas qu'on éventuellement touche. Et j'ai demandé un extrait de Gaulle de naissance en moyen. Et j'ai un extrait, je vais dans mes archives, le général de Gaulle est né à 3 heures du soir. Et puis, je sais qu'il y a des horoscopes, des astrologues qui ont fait naître de Gaulle à midi, entre guillemets, comme le retraite. Ça ne me suffisait pas. Et puis, j'ai vu dans la presse astrologique un horoscope de Gaulle, naissance 4 heures du matin. Alors, j'ai fait, moi aussi, j'ai redemandé un extrait de naissance, j'ai obtenu 4 heures du matin. Et alors, j'ai fait enquêter, et j'ai des amis qui sont allés à la mairie. Ils ont vu 4 heures du matin. Ils ont 4 heures du matin, oui, mais alors... Oui, mais moi j'ai un extrait de naissance
Il n'a pas été annulé, le premier, il est né à 3 heures du soir. Oui, mais il n'a pas de clavier. À 4 heures du matin, il n'a pas de clavier au centre. C'est ça qui gêne dans votre sens, vous allez voir. Non, mais je veux dire, dans votre sens. Mais moi, mon expérience, comme quoi il est né à 3 heures du soir, il existe toujours. Et je l'ai toujours. Alors, on a fait des enquêtes. Il a été déclaré un dimanche, à 3 heures du soir. Oui, on m'a dit. Alors moi j'ai dit, mais comment, pourquoi à 3 heures, pourquoi la mairie est ouverte c'était un dimanche. J'ai dit, la mairie était ouverte un dimanche, et bien à cette époque-là, oui. Elle était, on l'ouvrait à 3 heures du soir. Et ils étaient tous, ils ont regardé 7 jours avant, 14 jours avant, 7 jours après, 14 jours après la naissance du grand Charles, n'est-ce pas? On ouvrait la mairie à 3 heures du soir. Et tout simplement, l'employé de mairie, lors de mon premier vous a mis l'heure de déclaration à laquelle il a été déclaré. Et alors, en ce qui concerne De Gaulle, c'est intéressant parce que moi j'ai fait une recherche d'hérédité à l'état civil de Lille, pour des raisons qui sont expliquées, sans intérêt pour la discussion. Donc j'ai été à Lille pour voir les archives, pour faire une recherche d'hérédité, comparaison de parents et d'enfants. Parce qu'à Lille, il se trouve que non seulement l'âge, mais le lieu de naissance des parents est inscrit depuis plus d'un siècle, ce qui est exceptionnel. Dans les autres endroits, c'est 1923. Donc je voulais faire une recherche d'hérédité en montant dans le temps. La raison, donc j'ai été moi-même, et j'ai commencé à regarder moi-même les actes. Alors évidemment, je me suis amusé à regarder l'acte de naissance du général de Gaulle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 autres personnes, inconnues au bataillon, qui sont nées à 4 heures du matin le même jour. Et il serait très curieux de savoir ce qu'ils sont passés. Il n'y avait pas de mention marginale de décès, ni de mariage, curieusement, peut-être sur non bazin. Je me suis posé la question, mais ça je peux vous dire qu'il est assez certain, d'ailleurs, il est né à 4 heures. Et ce que dit Jacques Dorsan, c'est classique, et pour moi c'est une hantise, parce que quand je demande des heures par milliers, il y a forcément un déchet, il y a des heures de déclaration qui perdent. Monsieur Defey, oui, c'est amusant que je constate une synchronicité, parce qu'en fait cette question elle est chronologiquement après celle qui concernait le problème des maisons. Certes, on va travailler encore toujours dessus. N'en parlons plus. Non, mais apparemment c'est pas lié, mais en fait c'est lié. Parce que à notre époque, peut-être qu'il y a des problèmes d'état civil, mais il y a 4 siècles, c'était encore bien pire. Et quand on regarde par exemple les textes de quelqu'un comme Paracels qui utilisait l'astrologie, ils se retrouvaient devant les cas de figure où ils n'avaient jamais les thèmes des personnes. Ils essayaient de mettre sur le papier, d'expliquer une méthode qui permettait d'établir un thème avec un ascendant qui soit juste. Généralement, ils repartaient. Alors là, peut-être qu'il y a je ne suis pas un assez bon historien de l'astrologie, bien que je connaisse, je suis historien de formation, mais je ne suis pas un assez bon historien de l'astrologie pour avoir éventuellement toutes les lumières que vous avez, et j'espère qu'ensemble on pourra penser à des choses, repenser à des choses que vous connaissez, que vous avez dans votre mémoire. Mais peut-être que là, justement, on peut trouver une causalité sur les histoires de maisons. Pourquoi il y a les maisons? Parce que dans ce cas, il y a une justification qui vient avec. Alors je me rappelle des histoires en particulier pour Paracels, du fait que lui, il faisait pratiquement, il faisait d'une part l'astrologie astronomique, sidérale, en fait, il faisait avec les vraies positions des planètes, et qui faisait systématiquement le thème de 9 mois auparavant, le thème de la conception. Et que l'ascendant du thème de la conception et l'ascendant du thème de naissance est le même. Vous permettez juste un petit bout d'histoire. Vous connaissez, comme moi, l'astrologue de la naissance, au moins certains d'entre eux. Bon, et vous savez bien, mais tout le monde ne sait peut-être pas, que les thèmes de la naissance, pour répondre à ce que vous disiez, sont en général calculés à l'heure et à la minute près. Il y a 7 heures et 7 minutes de naissance, on ne pouvait pas les observer, bien entendu. Donc, ils ont été calculés. Ils ont été calculés en général en fonction de l'heure de la conception. Bon, vous allez me dire évidemment qu'on ne pouvait pas davantage, et probablement encore moins, observer l'heure de la conception que l'heure de la naissance. Mais on avait, tout à l'heure j'ai fait allusion à la soutine vermeille, on avait un certain nombre d'oreilles, dont celle-là particulièrement, qui permettait de faire, par des approximations successives, d'arriver à une heure de naissance à la minute près. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, et on a consacré dimanche soir à la soirée la rectification de l'heure de naissance. Oui, mais enfin, si vous voulez, je tenais à le souligner, dans la mesure où M. Criet, historien, disait très justement, pour Paracels, dans beaucoup d'autres,
très généralement, on a des heures de naissance à la minute près, alors qu'il n'y avait aucun moyen de l'observer. Donc elle est calculée précisément en fonction d'événements. Oui, alors il y avait deux moyens. Il y avait per accidentia pour les pédants et per conceptione, c'est-à-dire par la conception, par accidentia, c'est-à-dire qu'on rectifiait par les événements, bon, on faisait des transits, on faisait et puis per conceptionem, ça veut dire par la conception que l'on supposait liée à la naissance par un certain nombre de règles de... Oui. Je voudrais faire la réflexion à ce sujet. Par exemple, en Israël, il y a des pays où effectivement on a beaucoup moins confiance en l'heure de naissance qu'en France, et où, par la force des choses, donc, on a développé des techniques de recherche beaucoup plus sophistiquées qu'en France. Donc, en quelque sorte, la carence en ignorance de l'heure de naissance a probablement permis à l'astrologie de développer des techniques. C'est ça qui est ça. Il y a une espèce de phénomène de compensation. Et inversement, aujourd'hui, alors qu'on accepte plus ou moins aveuglément l'heure de naissance en France, eh bien, il y a tout un savoir astrologique de vérification, de contrôle qui tombe en désuétude. Je voudrais donner un petit exemple. Alors moi, pas plus tard qu'hier, c'est un de mes amis qui m'a demandé de faire une étude astrologique pour sa femme. Le lieu et le jour de naissance connu, l'heure de naissance totalement inconnue. Rien n'est facile, l'heure de naissance totalement inconnue. Avec le système ordinaire, zodiaque tropique, maison à sens habituel, complètement vaseux. Avec le système de Jacques Dorson, en 5 minutes, c'était l'heure à un quart d'heure près. Eh bien, je vous conseille vivement de vérifier l'état civil si vous avez raison. Ah ben, je redemanderai à mon ami si vraiment il n'y a pas de trace de l'heure de naissance à l'état civil. Ça peut arriver si la personne est née dans une commune qui a été détruite pendant des guerres, par exemple, ou par une erreur de l'état civil. Mais c'est rare. Mais ça arrive. Ah, ça, par exemple, on ne peut pas avoir l'heure de naissance du général Bijard, parce que à Toul, les archives ont brûlé. Aucun problème, alors impossible d'obtenir une extra naissance pour les... Il n'y a pas l'heure de naissance encore maintenant. J'ai été à Moscou et je me suis débrouillé pour avoir une copie d'un acte de naissance. Il n'y a pas l'heure de la naissance en Russie. C'était fort dommage parce que évidemment pour les recherches suivantes. Il y a des pays où en Angleterre, si on accepte l'Écosse, qui a l'heure de naissance depuis 1850, il n'y a pas encore maintenant l'heure de naissance en Angleterre ni en Irlande, sauf pour les jumeaux. Alors je voudrais qu'on embraye sur l'autre partie de la discussion, à savoir pourquoi, même si quand on a l'heure de naissance juste, pourquoi, d'une certaine façon, ce moment de naissance n'est plus vraiment significatif sur le plan des relations avec le cosmos. Ah, vous voulez parler des naissances artificielles? Parce que même si on est certain de leur naissance, on peut ne pas être certain de la valeur du thème, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que depuis très longtemps, mais surtout, disons, depuis les années 50, je pense que madame ne contrôlera pas, et maintenant, encore bien plus, les naissances se font sur rendez-vous, aux heures de bureau, et pas pendant le week-end. Il y a ce qu'on appelle la trêve des confiseurs entre les frères. Est-ce que consulter un astrologue pour savoir son vrai? Oui, ah ben si, ça dépend quelle astrologie, justement, là c'est une question importante, parce que ça c'est peut-être en dehors du débat, mais ça dépend comment on explique l'influence des astres. Si on considère que l'influence des astres est d'ordre physique, à ce moment-là, il importe peu que la naissance ait eu lieu à la suite d'une césarienne provoquée par convenance, comme on dit, à 9h du matin, par exemple. Si, au contraire, on considère que on renverse la crête et que l'enfant doit naître sous un ciel qui est conforme à son hérédité karmique ou biologique simplement, à ce moment-là, l'heure de naissance, si l'heure de naissance a été provoquée par le médecin, le thème n'a plus de sens, il n'a plus de signification. Parce que si le médecin était un instrument... Qu'est-ce que dit on va bien faire ces statistiques là-dessus. Oui, alors les statistiques là-dessus, justement, c'est très important, parce qu'il y a deux sortes de réponses statistiques. La première, c'est que l'effet d'hérédité dont M. Dorsan a parlé, et qui est
le fait qu'il y a une certaine ressemblance entre les angularités entre femme et enfant. Quand on prend des césariennes, l'effet disparaît. Mais ceci ne prouve pas que, par exemple, définitivement, qu'un enfant né avec Smart Goldwyn ne serait pas agressif. Alors, les recherches doivent être faites maintenant, par exemple, avec des sportifs. Il y a de plus en plus de sportifs. Et, vous êtes de Chêne. Vous vous appelez De Feuille. De Chêne. De Feuille. Le rédacteur de l'astrologie pratique. Non, de Chorus pratique, c'est une association. Moi, j'ai établi une relation entre l'élevé de Mars, par exemple, et de Mars, qui sont un trait de caractère, avec des naissances statistiquement naturelles. Et si on prend, par exemple, spécialement les champions de sport qui sont nés récemment, mettons du Boris Becker, par exemple, et si cette corrélation avec les traits de caractère a tendance à disparaître, ce serait, hélas, une preuve que l'hypothèse de l'hérédité, de l'enfant qui frappe les 3 coups du régisseur en fonction d'un cosmos qui est en accord avec lui, pour des raisons physiques ou synchroniques, on ne sait pas, sera la bonne. Et si elle est la bonne, c'est très mauvais pour le futur de l'astrologie. Vous avez été prudent parce que vous avez dit pour des raisons physiques et synchroniques. Et Jacques se souvient qu'avec Françoise Beuclin, j'avais une petite prise de bec, parce qu'elle optait franchement pour l'hypothèse que l'enfant choisit son ciel de naissance. Or, auquel cas, il avait dit que les astrologues sont des imbéciles, parce qu'ils doivent tenir compte de, comme vous l'avez dit dans statistique, d'une ou deux mètres angulaires et c'est tout. L'enfant ne choisit pas en même temps le symbole du soleil, le sextile de la lune, le quinconce de la lune noire, ou bien il choisit son ciel de naissance et il choisit une dominante ou 2 maximum, ou bien, et les astrologues sont des imbéciles pour s'arrêter à ça, ce que vous avez fait, ou bien c'est sur la synchronicité, comme vous l'avez dit. Ah oui, on n'a pas... Et là, il y a une hypothèse plus ésotérique. La question que j'ai relu récemment un article qu'avait écrit dans la source à Jacques, Astrologie à Férémis, qui était un remarquable... Une polémique entre Michel Gauquelin et l'emporte. C'est pas ennuyeux, mais j'ai relu votre article et il y a déjà dans cet article énormément de choses intéressantes. Vous avez évidemment choisi. Et je veux dire que je crois qu'on n'a pas de preuve qu'on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir. Monsieur Defay. Oui, moi j'ai l'impression que là on touche encore une fois un nœud gordien. L'astrologie, c'est vrai que quelque part, elle est un peu entre les sciences de la nature, pour moi, et les sciences spirituelles. Et j'estime que c'est pas nécessairement la même chose. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Les sciences de la nature, il est difficile de reproduire dans un laboratoire ce qui se passe avec les positions astrales, parce qu'elles ne se répètent jamais. Déjà, c'est une chose qui est très différente au niveau de la ressemblance que pourrait avoir l'astrologie, par exemple, qui étudie ces mouvements planétaires, avec une science exacte qu'on pourrait produire dans un laboratoire. De ce point de vue-là, les séries d'observations qui ont été faites par les humains d'une part, c'est pas... je veux dire, on avait pensé qu'on mérite... C'est comme les conjonctions solaires, on ne peut pas les conjurer en laboratoire. Oui, tout à fait. Et donc, par définition, on utilise à ce moment-là le pouvoir d'observation. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la concordance avec la statistique est flagrante. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. C'est pour ça que c'est intéressant. Tout à l'heure, quand on a parlé des moments où justement il n'y avait pas de possibilité de faire des statistiques, à ce moment-là, il y avait un travail astrologique qui se générait ailleurs. Or, en fin de compte, une méthode scientifique, si je reprends un vieux comme Galien, par exemple, c'est un dogme, pas au sens traditionnel, enfin actuel du terme, mais c'est-à-dire une théorie qui est juste, globalement, qui peut s'expliquer. Une méthode logique qui est totalement logique et qui se vérifie dans l'expérience. Or, à ces 3 niveaux-là, il y a des difficultés. J'ai l'impression que des fois, bon, moi et dans ce cadre-là, dans lequel je me disais, bien, là on discute logique, et puis soudain on discute dogme, enfin on commencerait éventuellement, mais on n'ose pas encore trop affronter, et puis on revient sur l'expérience, bon ça c'est une chose, pour les problèmes de sciences de la nature. Et d'autre part, est-ce que les thèmes, c'est même flagrant de voir des gens qui ont eu un grand pouvoir dans la vie sociale, je pense à des thèmes de grands chefs d'entreprise, de voir la médiocrité de ces thèmes. Bon, ce sont des gens qui ont bon, est-ce que les thèmes sont les mêmes pour tout le monde?
C'est là où je dis que là, il y a concordance entre sciences du corps et de l'esprit. C'est entre sciences du corps et de l'esprit et sciences de la nature. Et on n'est plus comme en Égypte. En Égypte, bon ailleurs, peut-être que je mythifie, peut-être que je fantasme, mais c'était tout de même une civilisation où les choses étaient unifiées. Il y a eu l'éclatement, et c'est vrai qu'on se retrouve avec des astrophysiciens qui font des trucs fantastiques, des astrologues qui font des trucs fantastiques, des gens qui se posaient... Bon, mais tout ça, c'est un peu dans différents morceaux, et on a bien du mal, parce que les archives ont brûlé, c'est aussi une phrase du Garrigues, enfin, vous voulez dire. Oui, d'accord. Mais il y a quand même une question importante, et qui est la suivante. Pour les astrologues, il y a quand même un dogme. Ça continue ce que vous dites, c'est que un horoscope, s'il est bien calculé, si l'heure est juste, a un sens. Il a une signification. Il doit avoir un sens. C'est une sorte de dogme. C'est un thème horaire. Hein? C'est un thème horaire, c'est ça. C'est-à-dire que quand on lit la littérature astrologique, qu'elle soit d'excellente qualité ou qu'elle soit de moins bonne qualité, il y a quand même toujours une explication. On explique un horoscope. Et justement, c'est à quoi je crois que, c'est sur ce point que je suis tout à fait en désaccord, évidemment, avec les astrologues. Je pense que certains horoscopes n'ont pas de signification, n'ont pas de... Il faudrait reconnaître ça. Il faudrait reconnaître, et ça revient, vous dites que certains thèmes sont médiocres. Oui, bien, il y a une probabilité. Je crois que l'horoscope est un tout tellement complexe que vous pouvez toujours l'expliquer. Vous pouvez toujours expliquer la destinée ou le caractère de quelqu'un. Et il vaudrait mieux se dire, non, là, ça colle pas, cet horoscope-là. C'est-à-dire que ce qui embête les astrologues, c'est qu'il suffirait d'accepter l'idée même que ça lui serait possible que ce thème ne soit pas valable pour mettre le doute sur tous les thèmes, en fait. Non, parce qu'en médecine, on peut se tromper, ça veut pas dire que la médecine... Non, mais je veux dire, en même temps, on peut redonner l'argumentaire en disant que les grands chefs d'entreprise doivent avoir un thème médiocre, car pour pouvoir conduire un grand organisme social, il faut être coïncident avec le grand commun dénominateur, c'est quelque chose de relativement médiocre. S'il y a un dogme conditionaliste, c'est qu'il n'y a pas de thèmes exceptionnels, il n'y a que des manières exceptionnelles de vivre un thème. Oui, c'est-à-dire que le niveau d'un individu ne se voit pas dans un thème. Et effectivement, vous aurez des tas de martiens qui seront bâtis physiquement comme moi ne sont pas champions de tennis. On ne voit pas le niveau de force physique dans un thème, pas plus que le niveau d'évolution spirituelle. Ça, c'est le dogme premier. Pas plus que le niveau intellectuel, à supposer qu'on a critère quelconque pour le mesurer. Mais André, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont vécus à un haut niveau, d'autres à un haut niveau. C'est le cas des jumeaux de Charles de Gaulle que vous avez évoqué. Donc, je vous en prie, ne parlez pas de thèmes médiocres ou de thèmes forts, parce que vous confondez encore le fait... Ah non, je suis d'accord. Mais ça fait partie de la problématique, justement, esprit. Oui, mais ça, c'est... Ben, par exemple, un autre problématique, c'est on utilise Mars et Vénus, mais Mars et Vénus, qu'est-ce que c'est Mars? Oui. Bon, si on prend le critère pas astrologue qui fonctionne à l'extérieur, parce que les hommes de science sont souvent bornés, et je suis le premier pour bien passer pour ça, mais tout de même, c'est tout de même gênant que quand on voit l'interprétation a posteriori d'un horoscope. Oui, mais on travaille aussi maintenant. C'est en même temps. Oui, mais on travaille aussi en aveugle sur les thèmes. En public, on aveugle sur les thèmes. Non, mais je veux dire, je ne peux rien savoir. Est-ce que vous êtes des astrologues qui consultez ou pas? Moi, je sais pas, en consultation, je trouve la protection des gens à 80%. Je veux dire... Non, mais je voudrais préciser le point suivant. Si on admet, pour aller dans le sens de Michel Honka, si on admettait, si on admettait qu'on n'est jamais sûr que l'ordre de naissance, premièrement, est juste, ou deuxièmement, correspond au thème de la personne, ça ne serait pas forcément négatif pour l'astrologie, ça forcerait l'astrologie à s'armer, à développer des techniques de vérification, de contrôle, qu'actuellement elle ne développe pas. Oui, il faudrait prouver d'abord qu'effectivement, on a bien affaire à un thème qui a un sens pour la personne concernée. Si leur naissance est fausse, la personne vous répond non. C'est pas possible, c'est pas possible. D'accord. Vous êtes précis, évidemment, c'est bien gagné, mais si vous êtes précis, je peux vous assurer que si l'heure est fausse, la personne vous dit ce n'est pas moi. Elle ne se reconnaît pas. Alors moi, je vais pas vous dire le contraire. Ah non, alors à ce moment-là, vous employez un langage qui
qui peut tout et rien dire. Mais si vous êtes précis sur des faits précis, sur des dates précises, à des jours précis, je peux vous assurer que la personne vous dit non. La théorie, c'est ça. Moi, j'avoue que les gens qui me disent, comme vous, vous voyez la profession sur les thèmes, je vous ai vu travailler 2 fois en agence sur l'espace bleu, et à aucune des 2 fois, vous avez vu la profession, mais personne du thème, pas plus que moi. Pardon, mais moi, j'ai dit qu'il était journaliste et écrivain. Oui, puis aussi médecin, parce qu'il y avait Chiron. Non, j'ai jamais parlé de Chiron, mais vous confondez avec Mais je n'ai jamais vu. J'ai jamais dit les thèmes en aveugle, Jacques m'en a vu faire. Je regrette, j'ai trouvé je n'ai jamais vu, pour l'instant, personne n'avait dit l'officiel que le mec en question, j'ai oublié son nom, il est Jacques Lacarrière. Gérard était peintre, il n'y a pas un astrologue qui l'a vu, il y avait Hélène Antieux, il y avait plein de gens. Parce que vous ne savez pas, parce que la plupart des astrologues ne savent pas calculer sur les planètes dominantes. Et à partir du moment où vous n'avez pas les dominants, vous ne pouvez pas interpréter la lettre correctement. Non, mais c'est important, c'est ça. Nous étions d'accord, donc, la continuation, mais nous étions d'accord. Ce n'est pas le but d'astrologie de deviner le métier. Ce n'est pas le but d'intérêt de prévoir sans revoir. Comment allez-vous donner l'orientation professionnelle à un jeune de 15 ans? Parce que vous croyez que les gens à les éléments, les expressions. Vous êtes à l'autonomie sociale, vous ne voyez pas. Je suis désolé, si le thème est construit et que la personne est dans la personnalité, croyez-moi, elle va s'exprimer. Bien que nous ne marchons pas à l'heure du soleil, le soleil légalement se rapproche du fond du ciel. Alors demain, demandons en fond de ciel. Monsieur Bourbeau, qui est lui le père de l'impossible, qui a été, que je vois sortir un petit peu à Bourbeau, je le crois, et disons lui aussi, Lionel, avec bien sûr une imprimante charte qu'on utilise pas, mais qu'on peut utiliser bien sûr sans l'imprimante, à condition bien sûr de prendre une note en fonction, parce que vous vous rappelez, la bonne mémoire d'éléphant, il ne faut pas que vous ayez trouvé la solution pour pouvoir se rappeler tous les aspects que nous aura l'appareil. Alors, je ne sais pas, vous connaissez tous les uns et les autres cet appareil, ou est-ce que vous voulez poser des questions particulières à M. Bourbeau ou à M. Sapini, parce que je pense que le programme est quand même un petit peu différent, je pense, tout en étant identique, mais quand même avec une différence assez importante. Moi, j'ai une question à poser, c'est au niveau des mi-points. Quand on calcule les mi-points, on n'a pas les maisons intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a les maisons angulaires, mais apparemment la maison, donc toutes les maisons galantes succédentes ne sont pas marquées. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les mi-points? Tout le monde est au courant. Non, mais c'est pas évident. Donc, est-ce qu'il y a une raison quelconque ou d'un système de calcul particulier? Qui répond vous? Personnellement, Astrofocate, le mi-point, c'est le... Attendez, Astrofocate, c'est le même ou pas? Je crois qu'on devrait commencer à le définir à la base, c'est-à-dire que, bon, la machine se présente de façon identique. Ouais. Par contre, le programme n'a pas toujours les mêmes fonctions. Bon, on a des fonctions de base, calcul planétaire, calcul de liaison. Par contre, après, en fonction de l'auteur et des demandes de ses clients, il y a des spécifications propres à chaque produit. Ce qui veut dire que, pour les mi-points, peut-être que c'est différent. Par exemple, il existe les mi-points de comparaison entre des thèmes et les mi-points d'un même thème. Et ensuite, dans les mi-points, c'est comme des directions symboliques. Il y en a qui vont progresser d'exemple dans la direction symbolique, et il y en a qui ne progressent pas. Donc, pour les maisons, je pense que c'est un peu le même cas, quoi. C'est en fonction des utilisateurs, des astrologues, qui ont des méthodes qui sont souvent sensiblement différentes, et qui peuvent exprimer quand même l'originalité. Parce que moi, j'ai un logiciel, je ne connais pas du tout votre système. Le système de mi-point là sans mettre comparaison de thème par rapport à la deuxième. Donc, on va regarder surtout sur la comparaison de thème. Vous avez vu la séquence-là? Oui. D'accord. Donc, alors, le mi-point, c'est effectivement deux choses. La comparaison de thème en mi-point,
auquel cas la machine fait le mi-point de chacune des positions du thème, fait le mi-point de l'ascendant et du milieu du ciel par des maisons intermédiaires, et aussi les multipoints de tout. Le document soit intéressant, il faut quand même se récapituler un petit peu ce que nous avons fait jusqu'à présent, notamment toute la journée de la soirée d'hier, avec ce qu'il nous reste à faire. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé des significations des maisons, donc c'est quand même le grand enjeu. Donc on va dans une première partie de cette table ronde, on va parler de la signification des maisons. J'avais demandé à M. Michel Aguilar de faire un rapport sur la façon dont on pouvait aborder le problème de la signification des maisons et les différentes façons de l'aborder. Et puis dans un deuxième temps, on va travailler sur ce que j'appellerais en quelque sorte la vérification du thème par la prévision. C'est-à-dire qu'en définitive, d'une certaine façon, pour s'assurer qu'un thème, que l'heure de naissance est correcte et que le thème est opérationnel, je crois qu'en définitive, c'est que la meilleure façon, c'est encore de voir si, quand on applique des techniques prévisionnelles autour, de la direction primaire, révolution solaire ou autre, eh bien, ça donne des résultats. Donc, je dirais, c'est pour justifier un petit peu les deux volets de ce colloque, le volet signification des maisons et le volet prévision, c'est que la prévision permet de vérifier, de s'assurer qu'on a un thème qui a une certaine réalité. Voilà, donc voilà. Alors, je vais laisser la parole à Michel Aguilar pour 7-8 minutes, pour qu'il fasse un peu l'état de la question et les perspectives concernant le problème de la signification des maisons. Vous me laissez 7 à 8 minutes pour parler d'éternité, j'espère que vous allez tenir cette parole. Si vous voulez, je peux vous donner 3 minutes, hein. C'est peut-être encore plus facile. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il serait peut-être bon pour le colloque que l'on arrive à une certaine unité, non pas tous pour le même type d'astrologie, mais de savoir que nous travaillons tous dans cette approche de l'humain par différentes méthodes, et pour ne prendre que l'astrologie, il y a différentes façons d'aborder l'être humain. Ce qui nous importe en premier lieu. Étant d'orientation spiritualiste, avec un début et une fin toujours relative, on constate, pour prendre le thème du colloque, les maisons, on constate déjà qu'il y a à peu près 17 systèmes de zonification. Certains ont des différences assez notables, à savoir que selon les systèmes, on peut trouver, par exemple, une planète dans une maison pour un système, on la trouve une planète dans une maison 2, et avec un autre système, on peut la trouver dans une maison 3, ce qui induit, bien entendu, sur le plan de l'interprétation, des choses tout à fait différentes. Par contre, ce que je pourrais proposer, c'est une petite d'orientation, selon que l'on vit uniquement dans la personnalité, sur un plan terrestre. Les maisons telles qu'elles sont proposées par l'astrologie classique, dans un certain système, ça s'avère relativement exact, sachant que depuis des millénaires, des astrologues, des chercheurs en fait, de par l'expérimentation, ont constaté que selon une planète dans une certaine maison avait telle signification, et ça s'est vérifié tout au long de ces millénaires par des centaines de générations d'astrologues. Par contre, ceux qui, et uniquement pour cela, ceux qui ont une couleur plutôt, une orientation spiritualiste, les maisons, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils en quelque sorte tournent leur regard vers le haut, on peut considérer que les maisons prennent une autre signification. Un exemple simple, en prenant simplement la trinité en quelque sorte entre le corps ou la personnalité, l'âme et l'esprit, c'est ces trois grandes fonctions, trois états de conscience différents. Lorsqu'on vit dans la personnalité, les maisons et leurs significations telles qu'elles nous sont proposées s'avèrent marcher à peu près dans 90% des cas, selon certains systèmes. Par contre, lorsqu'on commence à s'orienter vers une recherche plus intérieure, et on pense que notre conscience peut subir quelques expansions, et par conséquent nous arrivons à une certaine tonique, il est possible d'interpréter les maisons selon notre forme. Et on pourrait prendre un exemple, je crois que le mieux c'est de prendre un exemple, en prenant simplement la personnalité et l'âme. On parlera
en baptême, je pense, on parlera plus facilement de l'esprit. À mon niveau ou à mon état actuel, je ne saurais pas tellement parler ou donner des exemples précis des fonctions de l'esprit. L'interprétation spirituelle peut avoir lieu lorsqu'il y a une relation entre la personnalité et l'âme, quel que soit le système religieux, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman ou toute autre religion. À ce moment-là, de nouvelles énergies commencent à s'intégrer dans notre personnalité et il est nécessaire d'interpréter différemment les maisons. Un exemple simple. Un exemple simple, on va prendre par exemple la maison 3 dans le système de la personnalité, pratiquée par l'astrologie traditionnelle, pas traditionnelle, ça s'appelle la tradition classique, va-t-on dire. L'astrologie classique, la maison 3 par exemple, sans prendre d'exemple très précis, mais sa grande signification, c'est tout ce qui concerne, on en dit couramment, les petits voyages, les frères et sœurs, la communication, les études, ceci a trait uniquement à la personnalité. Mais lorsque l'on a cette relation que vous avez entre l'âme et cette personnalité, la maison 3 peut à ce moment-là s'expliquer ou alors avoir une autre signification qui signifierait la relation, toujours cet esprit de relation entre l'âme et la personnalité, et à ce moment-là, selon les planètes, selon le signe qui baigne cette maison et selon les aspects, la maison 3 peut maintenant s'interpréter comme étant quel est le type de relation qui va avoir lieu entre l'âme et la personnalité, par quel moyen cette relation va avoir lieu. Est-ce que ça va être par le moyen du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental? Est-ce que l'âme veut communiquer avec la personnalité à travers justement ce mental? Si, on va prendre encore un exemple, si Mercure par exemple était dans cette maison 3, pour une interprétation spiritualiste, Mercure pourrait signifier que l'âme essaye d'entrer en communication avec sa personnalité, son moyen d'expression dans cette vie terrestre. On pourrait considérer que l'âme a choisi le mental pour pouvoir transférer certaines informations. Oui, là, le problème que vous posez, c'est au fond, c'est l'idée qui me vient en vous écoutant, c'est bon, il faudrait quand même se demander comment le système des maisons est possible métaphysiquement, c'est-à-dire comment il est possible que dans les arts il soit indiqué ce qu'indiquent les maisons. Je veux dire comment est-il, par quel cheminement, par quel processus, les significations des maisons, quelles qu'elles soient, peuvent exister. Comment est-ce qu'il est possible qu'il puisse y avoir une maison 3 où on parle des petits déplacements, ou une maison 5 comment est-ce que c'est possible? Comment ça peut arriver? Comment ça peut être écrit? Non, c'est une question importante. Parce que l'astrologie des maisons, c'est quand même l'astrologie qui a le caractère le plus divinatoire. Et qui en plus, quand on parle, ce qui est le plus choquant, ce qui a souvent choqué les adversaires de l'astrologie, c'est qu'on puisse parler aussi d'autres personnes que du sujet lui-même. On va parler des frères du sujet, on va parler du conjoint du sujet, d'ailleurs, quand il y a des maisons dérivées. Donc on ne va pas parler uniquement de la personne en tant que telle. C'est tout un univers autour de la personne qui est déjà censé être inscrit dans le thème lui-même. Moi, je porte un élément de réponse en disant qu'il faut bien avoir conscience que depuis des millénaires de l'astrologie, de l'étude des astres, en relation microcosme, macrocosme est en route, on a aussi, à part ceux qui avaient une vision, je peux dire intérieure, mais cela on n'en parlera pas, mais pour l'essentiel de tous les astronomes, c'est plutôt une expérimentation. J'ai constaté que lorsqu'ils avaient été dans tel secteur, ça induisait. Je constate que c'est une recherche expérimentale. Oui, alors là, vous savez, là, moi, je vous dirais franchement, c'est un peu le cul-de-sac, si vous voulez, parce qu'à partir du moment où on parle de recherche expérimentale, on est bon, admettons même, que ce soit une recherche expérimentale, admettons même qu'on puisse prouver que ça existe, il faudrait quand même expliquer comment ça se passe. Et j'ai dit, admettons même, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, admettons qu'effectivement, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne, les maisons correspondent à ce qu'elles disent, etc. Il n'en est pas moins vrai que la question se pose, comment est-il possible que ce phénomène existe? C'est plus un phénomène, quand on constate que celui-ci est... Mais vous qui êtes vous-même, justement, vous qui avez une formation plus ou moins spiritualiste, vous avez quand même un schéma qui vous permet justement, plus que d'autres astrologues, d'expliquer comment ces choses-là peuvent être programmées. Programmer, c'est beaucoup dire, mais enfin, on pourrait dire qu'il faudrait prendre le nombre 12.
qui est tout de même un des nombres essentiels. Lorsque l'on prend les grandes religions, le nombre de revient souvent, 7, 5, 4 sur 3, les triplicité, les quadruplicité. Une analogie, je crois que le mot-clé de l'analogie, qui est difficilement démontrable au sens scientifique. Je suis un scientifique précisez-le d'ailleurs de formation, ingénieur en aéronautique, et l'aéronautique d'ailleurs permet de s'approcher du côté étoile. C'est peut-être un bon début pour essayer d'étudier les planètes. Il faut voir que cet axiome, on va dire comme ça, que peut-être la notion d'analogie, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, est une puissance assez relative, je pense. Mais qu'est-ce qu'il reste pour prouver scientifiquement? On ne pourra jamais prouver scientifiquement avec un microscope, un appareil de mesure, prouver pour l'instant, en science il va toujours être prudent, pour l'instant que l'âme existe, qu'on pourra la toucher, qu'on pourra la... Alors l'analogie, bon alors, voilà, vous avez aussi, oui, alors, les bulles de maison. Alors l'analogie, ce qui est merveilleux avec l'analogie, c'est que ça explique beaucoup de choses. Alors ça va, d'une part, ça va expliquer une certaine résonance, c'est-à-dire que ce qui existe à un certain niveau existe à un autre niveau, mais en plus, ça va expliquer à l'intérieur même du savoir astrologique comment on passe des maisons aux signes, etc. Donc vous voyez, il y a un transfert. Quand on demande par exemple aux personnes pourquoi la maison 2 correspond à l'argent ou aux positions, on va dire parce que c'est en affinité avec le taureau. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a une analogie qui permet de situer l'astrologie par rapport à ce qui n'est pas astrologique, mais il y a aussi une analogie qui permet de trouver une certaine cohérence à l'intérieur même du discours astrologique. Parce que les maisons, par exemple, non mais je veux dire que ça montre bien le rôle clé de l'analogie, puisqu'il sert à la fois à fonder l'astrologie par rapport à l'ensemble de l'univers, mais il permet aussi à expliquer entre les aspects, les planètes, les maisons, parce que finalement, en fin de compte, tout ça n'est pas toujours articulé. Moi, je dirais que l'astrologie a un double problème. Elle a un problème qui consiste à justifier pourquoi l'homme serait lié aux astres, mais elle a un problème qui consisterait, et qui nous intéresse plus dans ce colloque, qui consisterait à démontrer que tous les éléments qui font partie d'un manuel d'astrologie, les planètes, le zodiaque, les maisons, les aspects, que tout ça forme un ensemble cohérent. Il n'est pas non plus toujours évident, n'est-ce pas? Donc il y a la cohérence interne de l'astrologie, et puis il y a la relation de l'astrologie avec le monde. Et je crois que dans ces deux domaines-là, il y a beaucoup à chercher. Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce point. Faire une sorte de petit sondage ici entre nous. On en a parlé hier, mais alors ça a été tout à fait rapidement expédié. Une fois qu'on a dit que c'était analogique, on peut quand même aller creuser un peu plus. Par exemple, dans le rapport maison, signe zodiacal, une fois qu'on a dit que les 12 maisons étaient en analogie avec les 12 signes, ça prend une seconde de dire ça. Une fois qu'on a dit ça, premièrement, il faudrait le démontrer. Alors c'est là qu'on retombe à la discussion depuis le début des colloques, à savoir, il faut que l'astrologue ne soit pas complètement pris dans son propre discours, il faut aussi que quelque part, quand il dit quelque chose, il le démontre. Si vous dites qu'il y a analogie, il faudrait soit le démontrer, soit montrer comment ça s'est produit, comment ça s'est mis en place. Par exemple, ou alors, parce que je vous dis une chose, vraiment l'astrologie, la savoir traditionnelle, toute tradition est supposée se dégrader, ou peut se dégrader, comme dirait Guénon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même si effectivement vous pensez qu'au départ, c'est quelque chose de tout à fait construit, on n'est pas complètement sûr que cette construction, elle vous ait été transmise correctement. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de solution miracle où on n'a plus de problème, où tout est réglé. De toute façon, même si j'affirme qu'il y a une analogie, il faut que je démontre qu'il y a une analogie. Même si j'affirme que c'est une tradition, il faut que je démontre que cette tradition m'a été transmise correctement. De toute façon, il faut toujours quelque part vérifier, reprendre les choses à la base. Pour ce problème particulier, en astrologie, donc, on ne connaît pas grand-chose, mais on sait tout au moins que l'astrologie régit souvent par les cycles, que le cycle diurne de 24 heures qui forme les 12 maisons est un rapport avec le cycle annuel qui forme les 12 signes, qui a un rapport avec un autre cycle plus grand qui puisse des astrologistes, les constellations, donc de 26 000 ans, avec 12 constellations. Donc on retrouve en astrologie le problème des cycles journaliers, annuels de 28 000 ans, et les divisions
Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne faut pas. Je dirais qu'il y a une analogie numérique, là, n'est-ce pas? Tout ce qui est de valeur 12 correspondrait. L'expérimentation. L'expérimentation avec la force. Attendez une seconde. Il y a d'un côté, alors faisons un peu le bilan. On a d'un côté l'expérimentation. On a d'un autre côté un certain nombre d'analogies, mais relativement simples, du genre le jour, l'année, le 12, tout ce qui est 12, etc. Mais je crois qu'entre les deux, entre ces deux, comment on dit en politique, entre l'expérimentation et cette espèce de constat d'un certain nombre de correspondances, il y a quand même un espace à occuper, n'est-ce pas? Il y a un centre à occuper, je veux dire, il y a quelque chose au milieu, parce que, si vous voulez, ces deux, l'expérimentation a quelque chose de desséchant, enfin, pas de desséchant, parce que le monde est très riche, mais je veux dire, elle nous laisse un peu sur notre faim au niveau de la compréhension, au niveau conceptuel. Et puis, l'analogie qui consiste uniquement à dire qu'effectivement, il est légitime de mettre en relation différents niveaux, bon, très bien, mais le problème, c'est qu'on va beaucoup plus loin. Entre dire qu'il y a un rapport entre l'année et le jour, et dire que la maison 5, c'est la maison des enfants, il y a quand même un passage... bon, alors quand même l'astrologie, je dirais très franchement que l'astrologie, elle se situe entre les deux. Elle se situe, elle ne se réduit pas à une simple expérimentation qui, à la limite, pourrait être faite par un voyant, ou par un médium, ou par je ne sais qui. Elle ne se situe pas dans une espèce de cosmologie, d'une sorte de métaphysique générale et très vague sur le rapport entre le haut et le bas. L'astrologie, elle a quand même une substance. Elle a des significations, elle a des représentations. Alors, donc là, moi je crois que c'est quand même important. Alors, sur ce point, pour lancer un petit peu, parce que je crois que c'est important, on fait une sorte de réunion méthodologique par rapport à tout ce qui va suivre pendant le colloque. C'est pas de malentendu. Pour qu'on ne tourne pas en rond constamment. Bon, par exemple, la première question qui se pose, c'est pourquoi les astrologues sont-ils si fermement attachés aux significations des maisons? Pourquoi ce plan-là est complètement cristallisé? Pourquoi on n'ose pas y toucher? Bon, c'est un petit peu un problème qui se pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer? Alors justement, je voudrais laisser la parole à M. Christophe de Seyne pour qu'il nous raconte l'expérience de l'astrologie conditionnaliste dans une tentative de... Bon, vous allez bientôt venir la reprendre cet après-midi, ne vous inquiétez pas, mais dans une tentative de sortir un petit peu de ces ornières traditionnelles. Alors, je voudrais tout d'abord signaler que je ne parlerai pas uniquement de l'astrologie conditionnaliste, et même pas beaucoup, puisque dans notre revue, astrologie pratique, on a beaucoup d'approches différentes. Je parlais notamment de l'approche de Sylvie Gojek, qui est une astrologue qui a trouvé peut-être une nouvelle manière d'appréhender le rapport entre les signes et les maisons. Et moi, ce qui me paraît intéressant au niveau de l'analogie, que personne ne conteste, je crois que l'analogie du bélier avec la maison 1, du taureau qui cherche à s'asseoir dans l'existence, et avec la maison 2, qui est celle des liens, tout le monde est d'accord là-dessus, sur cette analogie. Il y a. Je pense qu'on est d'accord. Socialement, c'est intéressant. En tout cas, il y a une différence de nature très importante entre les signes et les maisons, même s'il y a une analogie. Et cette différence, elle implique beaucoup de choses. La grosse différence, c'est que les signes décrivent une fonction de la personnalité. En quelque sorte, il s'agit d'une astrologie de caractère, d'une astropsychologie pratiquement. Alors que les maisons impliquent un domaine d'expérience de vie. Un exemple, le taureau, c'est quelqu'un qui est, pour simplifier à l'extrême, on accorde au taureau le fait d'être prudent. Ça, c'est un trait de caractère, c'est pas une action dans la vie. Et la maison 2, le taureau aime ses biens. La maison 2 est celle des biens qu'on possède. Il y a une différence très importante entre les deux. Dans un cas, on décrit une fonction de la personnalité. Dans l'autre, on se retrouve dans une astrologie où l'homme semble lié au monde et à son thème, sans que n'intervienne sa personnalité. Un exemple très simple, un astrologue qui verra que la personne est taureau, dira que la personne reste attachée à ses biens. Un transit en maison 2, c'est autre chose. Un passage planétaire au cours de l'existence dans la maison 2, ce sont les biens de la personne, en tout cas pour beaucoup d'astrologues, ce sont les biens de la personne qui vont être, d'une façon ou d'une autre, et ça on verra que différentes approches en détail, mais qui vont être remis en cause. Alors, qu'est-ce qu'impliquent les maisons? Eh bien, elle implique que si on travaille avec le système de maison, quel qu'il soit, avec le système de l'unification qu'on adopte,
qu'on considère que le thème décrit des choses qui sont extérieures à l'individu. C'est ça qui me paraît vraiment très important. J'ai remarqué une chose, c'est que les astrologues qui sont les plus attachés à l'astropsychologie ou à la description de la personnalité par l'astrologie, et qui préfèrent s'arrêter là souvent, n'utilisent pratiquement pas les maisons. Bien sûr, dans tous les traités, personne ne fait une croix sur les maisons, tout le monde en parle et tout le monde va placer les petites maisons dans le thème astrologique. Mais les astrologues qui pratiquent l'analyse de personnalité se servent peu des maisons. Et pour une bonne raison, c'est que s'ils parlent beaucoup des signes et des planètes, c'est parce que ça décrit une fonction de la personnalité, alors que la maison va décrire un secteur expérimental. Mais parce que vous dites est assez alarmant, parce qu'effectivement, pour eux, là le problème est bien posé. Est-ce que parce qu'on ne fait pas d'astrologie événementielle, on ne doit pas servir des maisons? C'est vrai, c'est vraiment un problème, parce que si ce que disait M. Santoni est juste,